Bon, chers amis, merci d'abord infiniment à la direction de la communication de la présidence de la République turque pour cette invitation. J'en suis très heureuse. Alors, oui, je fais de la géopolitique depuis fort longtemps et, à vrai dire, d'une façon très pratique, puisque j'ai eu la chance de pouvoir travailler longtemps pour les services de l'État. Néanmoins, je ne suis pas du tout, à l'instar de Mme Novoselov, une grande spécialiste des questions touchant les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Néanmoins, j'ai accepté cette invitation parce que l'actualité quand même de ce sujet me semble évidente, dans un contexte qui est maintenant celui que moi je vois comme un contexte de révolution en fait géopolitique à l'échelle mondiale. Et j'allais dire que c'est une révolution qui me va bien parce qu'il y a un tournant qui est pris, un tournant réaliste dans les relations internationales qui atteint même aujourd'hui les États-Unis. Et c'est quelque chose, évidemment, que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Donc, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un serpent de mer. Effectivement, formellement, ça a commencé en 1994. Mais néanmoins, le sujet est toujours là, remonte, redescend, réapparaît. Chacun sait qu'il y a un certain nombre d'enjeux à traiter pour cette réforme. Bien sûr, les catégories de membres, permanents, non permanents, le droit de veto, sa portée, sa limitation pour d'éventuels nouveaux permanents, ou au contraire, l'extension du droit de veto des 5 permanents à de nouveaux permanents, la représentation régionale, et là on va reparler effectivement de la représentativité, la taille souhaitable pour l'efficacité, Mme Novoselov a parlé, parce que c'est un vrai sujet malgré tout, et puis la relation entre ce que peut faire, dire ou décider le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, qui effectivement rassemble tous les États, mais néanmoins fait un nombre considérable de résolutions qui, évidemment, sont très rarement sécurité. À ce jour, ça demeure, en théorie, la clé de voûte de l'architecture de sécurité internationale qui, me direz-vous, est mal en point, puisque finalement, ce sont les votes du Conseil de sécurité qui peuvent décider de la qualification d'une crise ou d'un conflit en menace sur la paix et la sécurité internationale, chapitre 7 de la Charte, et, le cas échéant, entraîner une décision d'envoi de forces internationales, pas forcément d'ailleurs des membres du Conseil, parce qu'il y en a plein d'autres qui aiment bien être dans des missions telles venues, mais en tout cas, décision d'envoi des forces internationales en maintien ou en rétablissement même. Mais en pratique, donc ça c'est la théorie, mais en pratique, depuis la fin de la guerre froide, on ne va pas remonter trop loin, il y a quand même une dégradation évidente, progressive mais constante du rôle et de l'impact des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'initiative notamment, bien sûr, à l'époque, enfin depuis les années 90, des États-Unis principalement, et tout ça, ça a conduit à une quasi-paralysie et même à toutes ces interrogations sur mais à quoi donc sert finalement le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une crise de la représentativité, il y a une crise de l'efficacité, il y a donc une crise de la crédibilité à la fin. Alors évidemment, on attribue, je trouve complaisamment, cette crise à l'usage abusif du droit de veto par ces États membres. Et on explique, ah ben oui, mais enfin, comme chacun, les Russes ou les Américains, mettent tout de suite leur veto, en fait, c'est ça qui fait que le Conseil est inutile. Pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on confond les causes et les conséquences. Le Conseil de sécurité, il est paralysé parce qu'il ne représente plus véritablement l'équilibre réel, l'équilibre concret des forces à l'échelle mondiale, et c'est pas l'inverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pour moi, c'est assez simple. À partir de 91, l'équilibre du monde change drastiquement. Il y a ce qu'on appelle la victoire, qui est désormais, enfin, qu'on peut voir différemment désormais, en tout cas qu'on peut remettre en perspective, la victoire du camp occidental sur l'URSS à l'époque,
l'implosion de celle-ci, et donc une période unipolaire, néo-impérialiste, dont certains sont imaginés d'ailleurs qu'elle allait durer toujours. Et donc concrètement, c'est quoi? Les Nations Unies deviennent moins utiles, le Conseil de sécurité devient un empêcheur finalement de faire ce qu'on a à faire, puisque c'est la politique du plus fort qui s'impose, c'est la politique du fait accompli. Je me suis donc longtemps, vous l'avez évoqué, professeur, occupé les Balkans, et là c'était clair et net. C'est la politique du double standard permanent. Donc il y a un rejet, en fait, de la notion d'équilibre, de la notion de compromis, de la notion de modération. Il y a un déploiement complètement hyperbolique de ce qu'on a appelé l'hyperpuissance occidentale et américaine, sans contrepoids, parce que les autres grands acteurs ne sont pas en état, à cette époque, de faire un véritable contrepoids, comme ça avait pu être le cas pendant la période de guerre froide. Et donc, il y a des vétos, certes, à certaines choses qui existent, mais qui ne servent pas à grand-chose, parce qu'en fait, ça se passe ailleurs. Ça se passe à l'OTAN, on l'a vu dans ce qui s'est appelé la guerre du Kosovo, c'est-à-dire la guerre contre la Serbie. Ça se passe, et ça se passe depuis. Ça s'est passé pour l'Irak, évidemment. Ça se passe pour les questions israélo-palestiniennes, n'en parlons pas. Et ça se passe pour l'Ukraine, qui est un de mes sujets de prédilection et d'études très appuyé, parce que vous avez évoqué mon blog Bouger les lignes, mais à vrai dire, il n'est plus très actif. En revanche, voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même commencer à dire un certain nombre de choses, et il y a un an, j'ai créé un canal YouTube qui s'appelle Paix et Guerre, où je fais de l'analyse. Voilà. Donc, à cette époque, pourquoi tenir compte finalement des autres, puisqu'ils ne peuvent rien faire contre nous? C'est tout simple. Il n'y a aucune raison. Donc, la Russie est en pièces, à l'époque, dans les années 90, économiquement, militairement, socialement, sociétalement. La Chine montre, enfin, elle n'est pas encore capable de pouvoir tenir la dragée haute véritablement à Washington dans certains domaines. L'Europe, on la connaît, elle obéit. Et même la France, après notre ultime geste de souveraineté en 2003 au moment du déclenchement de la guerre en Irak. L'OTAN exulte. L'OTAN, ça aussi je l'ai vécu jour après jour. Elle a commencé dès 91-92 à imaginer son extension. Et surtout, elle a agi par exemple au Kosovo en autosaisine totale. Là, il n'y a pas eu de conseil de sécurité, etc. Ça ne servait à rien. On avait envie de faire quelque chose, on l'a fait. Donc, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a pas de dialogue au plus haut niveau, il y a l'exploitation d'une position dominante. Et progressivement, évidemment, surtout que tout ça est recouvert naturellement d'un grand moralisme, c'est la grande époque du droit de l'homisme, des ONG, de tout un tas de choses, pour couvrir en fait un immense cynisme. Donc, que se passe-t-il? Forcément, le discrédit commence, parce que le décalage entre les paroles et les actes devient de plus en plus flagrant, lourd, difficile à supporter, et par ailleurs, ces pays qui n'étaient pas en état de faire contrepoids, petit à petit, remontent, se réparent et se renforcent. Donc le système lui-même, sur le fond, au-delà de l'ONU, change, évolue. La récalcitrance, ce que moi j'appelle la récalcitrance, le fait d'être récalcitrant à cette unipolarité, devient de plus en plus importante. Et donc il y a un discrédit moral et politique occidental, et l'ONU là, et le Conseil de sécurité apparaissent comme des structures qui en fait ont été affaiblies, mais continuent à avoir, au moins en théorie, une nécessaire existence. C'est-à-dire il faut que ce soit mieux vu, que ça représente de nouveau véritablement l'évolution du monde, puisque la phase unipolaire progressivement s'épuise, et ça y est, on est en train de la fin. Le discours moralisateur, donc c'est terminé, et donc il y a un hiatus entre les paroles et les actes de plus en plus voyants. Bon. Donc en fait, on arrive maintenant, alors je passe les étapes, face à ces puissances qui remontent, et à cette ONU qui est décrédibilisée parce que trop longtemps
soit négligé, soit littéralement affaibli méthodiquement. Bon, que se passe-t-il? Il y a d'autres groupes qui sortent, il y a de nouveaux modèles de puissance qui s'imposent. Je pense au BRICS, je pense à l'Organisation de coopération de Shanghai, je pense à plein de structures à l'échelle de l'Eurasie, mais pas seulement, qui en fait reprennent les principes engloutis, et c'est ça qui fait leur succès, leur attractivité, reprennent les principes de la Charte des Nations Unies, l'égalité entre les États, le respect de la souveraineté territoriale, des frontières, d'intégrité, tout ça, et disent, nous, on peut le faire, en fait. Si ça marche plus à l'ONU, si ça marche plus au Conseil de sécurité, si on n'arrive plus à rien, au plus haut niveau, on peut le faire de manière régionale, de manière latérale. Et évidemment, ça a du succès, tout ça. Donc, ça démonétise malheureusement la structure onusienne elle-même, alors que pourtant, de mon point de vue, elle devrait justement au contraire s'adapter à cette évolution du monde et à désormais un monde plus équilibré finalement. Donc la question elle est simple aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est de l'intérêt des puissances les plus importantes, qui sont désormais elles-mêmes, les unes par rapport aux autres, dans un rapport beaucoup plus équilibré qu'il y a même 10 ans, avec la montée en puissance russe, la montée de la Chine, la montée de l'Inde, mais aussi de puissances régionales, comme la Turquie évidemment. Est-ce qu'il est de l'intérêt de tous ces acteurs de recréer un système viable d'équilibrage de leurs relations de puissance, surtout s'agissant de la guerre et de la paix, parce qu'on parle du Conseil de sécurité, on parle quand même surtout de ça, hein. Ou alors, est-ce qu'on va juste laisser se développer et s'exacerber ce qui est en train de se développer et s'exacerber sans contrepoids, c'est-à-dire des politiques de pure puissance, de pure domination, la réelle politique au sens basique du terme, et ça se manifeste sous nos yeux, bien sûr, tous les jours, et à une vitesse de plus en plus importante. Et évidemment, si on laisse faire ça, et si on continue à laisser l'ONU et le Conseil de sécurité se démonétiser parce que sa forme actuelle est anachronique, en fait, eh bien, on aura petit à petit une augmentation des inégalités, notamment entre les puissances régionales, moyennes et les plus importantes, et puis il y aura une nouvelle pyramide des dépendances. Enfin, tout ça n'est pas forcément très souhaitable. Donc, il faut en fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies parvienne à représenter le concert des nations tel qu'il est aujourd'hui et l'équilibre des forces tel qu'il est. Même s'il y a des dissonances, il y a des problèmes d'efficacité, ça ne veut pas dire que tout ça va être très simple, mais il faut de toute façon arriver à ce que les grands acteurs puissent ensemble s'entendre sur la remise en gamme, enfin la remise à l'honneur des principes de la Charte des Nations Unies, qui restent quand même de très bons et grands principes sur lesquels on s'est assis très largement depuis au moins 40 ans. Voilà. Je pense à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'autonomie-gérance, hein, tout ça. Donc, et moi, alors évidemment, ça paraît paradoxal, mais enfin, je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment, depuis le changement d'administration américaine, et notamment ce qui se voit sur le théâtre du conflit russo-ukrainien, enfin russo-otanien via l'Ukraine, est très utile. C'est-à-dire c'est pas un handicap, c'est plutôt un atout, c'est plutôt une opportunité, parce qu'il y a une espèce de convergence clairement tactique et peut-être même au-delà, stratégique, entre au moins deux des très grands acteurs, en l'espèce la Russie et les États-Unis, pour se dire, bon, il est temps maintenant de remettre les choses à plat, d'arrêter des conflits inutiles, sans issue et même un peu gênants, voilà. Et donc il faut s'entendre. Donc pourquoi ne pas en profiter pour remettre à l'honneur cette réforme du Conseil? Alors évidemment, Mme Loff a parlé de
tous les candidats, de tous ceux qui ont des ambitions, de tous ceux qui ne veulent pas que ceux qui ont des ambitions y arrivent. Enfin bref, c'est un panier de crabes, évidemment. Il y a eu, je ne peux pas parler pour la France naturellement, mais il y a eu encore, je crois hier, 27, je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui, 27, donc ça devait être le 27, il y a eu une déclaration de notre représentant adjoint français disant qu'on soutenait, on soutenait le groupe des quatre, donc l'Allemagne, l'Inde, le Brésil et le Japon, et le Japon, oui. Et puis qu'on soutenait aussi, enfin pour devenir des membres permanents, et puis qu'on soutenait aussi un double siège pour l'Afrique, enfin 2 places pour l'Afrique, pour le continent africain. Il faut savoir qui, comment. Mais il va quand même falloir arriver à faire quelque chose pour augmenter cette représentativité, donc cette crédibilité, parce que sinon, déjà qu'on ne s'intéresse plus tellement à ce qui peut être fait à l'ONU, ça va devenir de plus en plus patent. Bon, on va s'en moquer encore plus, et ça ne va pas en faveur ni évidemment de l'équité, mais encore moins même simplement de la stabilité. La stabilité des questions très concrètes de guerre et de paix qui doivent quand même nous importer. Alors, quant à le siège de l'UE, parce que ça aussi, ça n'a pas été évoqué, mais c'est vrai que c'est un sujet. On s'est dit à un moment donné, c'est pourquoi l'UE est un siège, ce qui revient en fait à mutualiser le nôtre, hein, naturellement. Moi, personnellement, je suis totalement contre. Je pense que la France a un siège de membre permanent et qu'elle doit le garder, évidemment. Et puis en plus, l'Europe aujourd'hui est elle-même complètement en train de se diviser précisément sur ce tournant réaliste. C'est-à-dire qu'il y a clairement des États qui ont compris que le vent avait tourné et que là, pour une fois, il pouvait être intéressant de comprendre ce que voulaient faire les États-Unis et d'essayer de faire retomber les tensions sécuritaires en Europe. Et puis il y en a d'autres qui s'entêtent et qui, sont dans des combats de complète arrière-garde. Enfin, on verra bien ce que ça donnera. Donc, en tout cas, je ne vois pas très bien le siège de l'Union européenne, ce que ça voudrait dire. Et enfin, un dernier point que je veux évoquer, parce que c'est un point important pour une éventuelle réforme, c'est l'encadrement du droit de veto. Vous avez un peu évoqué, et notamment le fait que, eh bien, il faut... enfin, notamment en cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes de guerre de masse, enfin à échelle massive, parce que les crimes de guerre, forcément tout le temps, et ou de crimes contre l'humanité. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre à bras le corps, même si il ne faut pas déplacer le problème. C'est-à-dire que la vraie question, ça va être la fiabilité des mécanismes d'enquête. 3 minutes, s'il vous plaît. On n'a même pas 30 secondes. D'enquête et de qualification de tels crimes. J'ai parlé plus longtemps que les autres? Non. Ouais. Ok, je m'en rends pas compte. Bref, il ne faut pas déplacer le problème et il faut savoir qui décide de le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre de masse. Voilà. Et ça, en soi, c'est déjà un grand sujet. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que si on veut la paix par le droit, il va falloir jumeler cet idéal avec un effort très concret de mise en œuvre d'une réforme des organes de l'ONU au plus haut niveau, dont le Conseil de sécurité. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut à un moment donné revenir à des positions très, très créatives et réalistes à la fois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'avoir été un tout petit peu trop long. Merci.